Ça, c'est moi. Encore moi. Toujours moi. Et ce que vous entendez, c'est le concerto italien, le seul bac que j'aurais jamais pu obtenir. C'est moi, mais je n'aurais pas dû. Je suis tombé tête baissée dans le premier piège, me laisser filmer. Présentez-vous, m'avait-on dit, comme si ce qui pouvait m'arriver de mieux, ce n'était pas que personne ne me reconnaisse. Et l'on avait ajouté, les autres ont fait 20 minutes. Eh bien, bravo pour les autres. Mais moi, en 10 minutes, j'aurais fait le tour, et peut-être même plusieurs fois. En transformant cette déesse en voiture bureau, je ne pensais pas que je ferais couler plus d'encre et de salive que d'essence. Je souhaitais seulement pouvoir continuer à travailler dans les embouteillages parisiens. Ce qui est drôle, voyez-vous, ce n'est pas de regarder la télévision en voiture. Non, c'est de regarder la tête des gens qui vous voient en train de regarder la télévision. En fait, depuis très longtemps, je ne tourne plus le bouton. Pas plus que je n'utilise le bar. Mais cela amusait tellement le caméraman. Voici mon bureau à François. Voici le cactus qui me tient lieu de jardin secret. Contrairement à ce que des esprits chagrins affirment et même écrivent, je ne suis pas le journaliste le mieux payé. Je suis seulement celui qui travaille le plus, c'est-à-dire presque le contraire. Sinon, si j'avais trouvé un patron assez avisé pour me donner autant que ce qu'une demi-douzaine de patrons me donnent, j'aurais un seul job et je vivrais normalement. Si toutes les vendeuses avaient ce galbe, il n'y aurait jamais eu de crise dans la presse parisienne. Si toutes les émissions de télévision ressemblaient à celle-là, les organisateurs de rencontres de catch feraient faillite. Si toutes les pièces étaient du même niveau, on pourrait faire l'économie d'un ministère de la Culture. Un théâtre parisien fonctionne ainsi. Une personne vend des billets et 8 autres lui téléphonent toutes les heures pour savoir combien elle en a vendu. Oh, ce n'est pas une pièce conçue pour intéresser la critique, non, mais pour divertir le public. Au bureau de location, tous les mots d'auteur se ressemblent. Combien ? Alors combien pour ce soir ? Si je suis un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais fils, un mauvais citoyen, un mauvais journaliste, un mauvais confrère, je dois être un bon auteur. Entendez par là que je livre ponctuellement et à domicile. Ici, c'est le manuscrit de « Et si je disais tout » qui paraîtra dans 2 semaines. Là, c'est une lettre ouverte aux hypocrites prévue pour la fin de l'année. Si tous ceux auxquels, par définition, elle s'adresse l'achètent, on peut prévoir un beau tirage. Je ne possède aucun diplôme. Alors, pour compenser, j'ai essayé d'avoir des livres, beaucoup de livres. Je reçois une dizaine de bouquins tous les matins, mais ceux que je préfère, on ne me les envoie jamais. Ni Molière, ni Stendhal, ni Flaubert, ni Balzac n'ont jamais jugé opportun de me faire tenir leur service de presse. Mais cette bibliothèque est aussi un rêve d'enfant. Mon plaisir n'aurait pas été complet sans une échelle et sans Massillon. Massillon, vous savez, c'est un auteur de base pour un bibliophile sérieux. On l'achète parfois, mais on ne le lit jamais. Ça, ce sont mes œuvres complètes que je n'ai quand même pas osé installer entre Voltaire et Rousseau. En 20 ans, j'aurais pris 15 kilos et 11 livres. Je persiste toutefois à penser avec certains de mes détracteurs que même si j'arrive un jour à passer le cap des 50 volumes publiés, je ne serai toujours pas un écrivain, mais seulement un journaliste qui rédige parfois des articles de 300 pages. Sur cette table, j'ai longtemps perdu tout ce que j'avais gagné à mon bureau. Et puis j'ai supprimé le poker comme le reste. Je veux dire, sans parvenir à le remplacer par un autre vice. Vous l'avez déjà compris, je suis prisonnier. Mais parfois je m'évade, vers la Normandie. Cette petite maison a été d'abord une emplette, puis elle est devenue un rachat. Au milieu des paysans et des vaches, je remets mieux les hommes et les événements de la vie parisienne à leur vraie place, c'est-à-dire très au-dessous du niveau de la mer.
j'oublie les bassesses dans les hautes herbes, je m'avise enfin que la mort d'un arbre est plus dramatique que celle d'une célébrité, que les poires sont plus juteuses que la plupart de mes interlocuteurs, que l'air venu de la mer n'est pas signé Francis Lopez, que la seule vraie façon d'oublier qu'on sera un jour à 6 pieds sous terre, c'est de faire pousser des légumes et du gazon. Enclave bénie où les tracteurs remplacent les détracteurs et où ceux qui parfois vous jettent la pierre entendent seulement vous aider à dessiner votre jardin. Miel. Celui-là, c'est Miel, un chien abandonné que j'ai recueilli faute d'avoir pu trouver un bébé phoque. Nous avons ensemble de longues conversations. Je lis davantage dans son regard que dans les œuvres de Marguerite Duras. C'est un ami sûr et pas encombrant. Il ne m'avait jamais, jusqu'à aujourd'hui, demandé de parler de lui. Je fais de la radio à RTL depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui m'écoutent, mais moi j'aime bien cette façon de parler aux gens dans l'oreille sans avoir à rectifier préalablement son nœud de cravate. Et puis j'apprécie cette facilité que les ondes me donnent de montrer mon âme sans montrer mon visage. Je travaille aussi dans un hebdomadaire. C'est le seul moyen de prendre un peu de recul et, parce qu'on est obligé de se manifester après les autres, de ne pas aller au plus simple, au plus évident ou au plus facile. Pendant 25 ans, j'ai écrit sans réfléchir. Alors j'essaie maintenant, parfois, de réfléchir sans écrire. La télévision. C'est à la fois mon point fort et mon point faible. Mon point fort parce que son impact est le plus fort de tous, parce qu'une seule émission vespérale équivaut sur le plan des retombées à 1 an de radio et à 10 ans de presse écrite. C'est mon point faible parce que je ne suis pas complètement fait pour la télévision, parce que mon visage et mon gabarit ne sont pas de ceux qui vont avec tous les mobiliers de téléspectateurs, parce que je n'ai pas d'aisance, parce que chaque fois que la petite lampe rouge s'allume, je me sens devenir un autre. Je fais de la télévision comme je vais chez le dentiste, parce que je peux respirer un grand coup chaque fois que c'est fini, parce que c'est chaque fois un combat que je livre plus contre moi-même que contre ceux que, professionnellement, je suis chargé d'agresser. J'ai eu longtemps le trac. Je ne l'ai plus depuis que ma présence l'inflige aux autres. La recette de l'huile sur le feu est simple. Elle consiste à trouver des gens plus méchants que soi et à leur rappeler leurs propos incendiaires s'ils ne s'en souviennent plus. Minute fatidique où la gorge se dessèche, où les pulsations augmentent. C'est le moment du générique. Pendant 50 minutes, je vais être un autre et vivre dans un rêve. Je ne voudrais pas que vous puissiez penser plus longtemps que, pris dans ce laborieux tourbillon, qu'ayant choisi le surmenage comme la forme la plus rentable du suicide, je suis un garçon qui ne se pose pas de questions. Philippe Bouvard, vous aimez-vous? Eh bien, je vais vous surprendre. Non, je ne m'aime pas. Mais je me supporte parce que je me nourris. Trop et trop bien, d'ailleurs, prétendent mes ennemis lointains, mes amis intimes et mon tailleur. Moi, ça m'est égal parce qu'il y a très longtemps que mon tour de tête m'inquiète plus que mon tour de taille. Bon, c'est une pirouette. Mais enfin, tout le monde dit, tout le monde répète que vous êtes méchant. Écoutez, si c'était vrai, on ne me paierait pas pour l'être. En tout cas, vous vous attaquez volontiers à plus faible que vous. Volontiers? Non, puisque je ne le sais jamais qu'après l'attaque. Quel est votre rêve? Quelle est votre devise? Eh bien, c'est de vivre aussi bien et aussi longtemps que ceux qu'on appelle mes victimes. J'y suis presque parvenu. Ceux qui ne vous aiment pas, et ça fait du monde, disent aussi que vous avez des nègres. C'est faux, j'ai seulement des collaborateurs. D'ailleurs, je ne crois pas aux nègres. S'ils existaient, Maurice Druon n'aurait pas été ministre chargé de la culture, il se serait occupé de la coopération. Bon, mais vous ne pouvez pas nier que beaucoup de gens travaillent pour vous et avec vous. Écoutez, ça n'est plus un reproche depuis qu'on a dépassé le 1 million de chômeurs. Vous exhibez volontiers ce que l'on appelle des signes extérieurs. Pourquoi? Par goût de l'épate?
Par provocation ou par naïveté? Non, c'est par honnêteté, au moins depuis qu'ils sont taxés par le fisc. Aimez-vous l'argent? Beaucoup moins que ce qu'ils procurent. Essayez-vous parfois de vous faire pardonner d'en gagner? Oui, le plus souvent possible, en le dépensant parce que c'est la seule façon honnête qu'il profite à d'autres. Est-il exact que vous écriviez et que vous disiez n'importe quoi? Oui, mais pas n'importe comment ni sur n'importe qui. Pourquoi, alors que nous sommes dans la civilisation des loisirs, travaillez-vous 14 heures par jour? Parce que j'ai essayé de travailler 15 heures par jour, et puis alors là, vraiment, ça me fatigue. Êtes-vous vraiment un ambitieux? Non, non, pas du tout, puisque d'habitude, je me borne à poser des questions, alors que tout le monde sait que dans notre société, les gens importants, ce sont ceux qui apportent les réponses. Est-ce qu'on peut vous confier un secret? Ah oui, bien sûr, surtout si on veut qu'il ne soit pas perdu pour tout le monde. Vous souciez-vous du qu'en dira-t-on? Alors, est-ce que le serpent a peur du serpent? Pourquoi affectionnez-vous autant les plaisanteries de mauvais goût? Mais par sagesse, mais parce qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Je voudrais vous remercier de m'avoir répondu, non sans vous poser une dernière question. Pour quelle raison m'avez-vous accordé cet entretien? Pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes finalement plus sympathique que ce qu'on m'avait dit. Et puis la seconde, c'est parce que je suis un farouche partisan du dialogue. Merci.